France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce jeudi 14 novembre, retour des djihadistes, pensez-vous que la France doit appliquer le principe de rétention de sûreté pour les revenants? On en parle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000 avec Yasser Louati et Céline Porry. Sans oublier le zapping, quelques infos zappées également afin de dénoncer la précarité chez les étudiants. Un jeune homme, vous le savez, s'est immolé il y a quelques jours. S'agit-il d'un geste de désespoir ou un geste politique? Selon un dernier rapport, 14% des étudiants n'ont pas le moyen de se payer un ticket restaurant à 3,50 €. Le quiz en fin d'émission, évidemment, pour terminer cette émission. Le Grand Forum, Christophe Fraud, 16h-18h, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. C'est votre rendez-vous quotidien jusqu'à 18h. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour évoquer tous les sujets. Et je vous promets un zapping très bien fourni aujourd'hui. Vous allez voir, on a du Finkielkraut qui s'est illustré plus que jamais avec des propos qui lui ressemblent, immondes, tout à l'heure. Du Benalla aussi qui se fait chasser d'un bar de Saint-Denis quand il tente d'aller vendre son programme pour des candidatures éventuelles au municipal à Saint-Denis. Et puis bien d'autres choses. Vous allez voir un Gilles William Gonladen aussi qui pète complètement littéralement un câble sur RMC dans les grandes gueules hier matin. Bref, un bon programme en perspective. Céline Porry, bonjour Céline. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien, merci. Nous en parlions hier dans le Grand Forum. C'est le personnel hospitalier qui est évidemment dans la rue aujourd'hui pour dénoncer leurs conditions de travail et pour dénoncer aussi les heures. Ils demandent évidemment plus de moyens alloués pour l'hôpital public. Ils étaient très nombreux et Philippe Bouriaki était sur place pour le Grand Forum et France Maghreb 2. Il a rencontré Marie-Noëlle Lindman, monsieur de la CGT là, Philippe Martinez, merci, Adria Capnins et aussi Olivier Faure du Parti Socialiste. Philippe Bouriaki à la manif cet après-midi pour France Maghreb 2. Vous pouvez nous le dire sur le rassemblement d'aujourd'hui? Eh bien, on est là pour soutenir l'hôpital public en lutte et cette fois-ci, c'est véritablement quasiment tout l'hôpital public, toutes les professions qui sont mobilisées. Parce que ça fait maintenant des mois que ça dure, des mois que l'hôpital public est en souffrance extrême et je pense que tous ceux qui nous entendent et qui ont fait l'expérience de l'hôpital, pour eux ou pour leurs proches, le ressentent. Et voient que les fonctionnaires tiennent à bout de bras l'hôpital. On a une santé à deux vitesses, d'un côté l'hôpital public qui est en train de s'écrouler littéralement et de l'autre côté le privé qui prend toujours plus de terrain même s'il subit aussi des conditions de travail difficiles. Donc nous on est là pour dire à Madame Buzyn, ça suffit de nous raconter vos histoires sur les restructurations, les redéploiements dont on verrait les effets dans quelques années. Il faut des moyens ici, maintenant pour l'hôpital public, il faut recruter des soignants en nombre, il faut des médecins, il faut arrêter avec les fermetures de lits et réhabiliter le service public. Il n'y a pas de république sans service public. Voilà le message qu'on vient aussi porter aujourd'hui. Et donc on les soutient. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. La sénatrice, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être présent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rassemblement, cette manifestation? Je veux dire d'abord que 90% des Français sont solidaires du mouvement qui défend l'hôpital public. Deuxièmement, que cet hôpital est en burn-out après des années d'austérité et que maintenant on est à la corde. Donc on doit exiger des moyens. L'urgence c'est d'abord de revaloriser les salaires, créer des postes et redonner des moyens et inscrire dans la durée un vrai mouvement de rattrapage de l'hôpital public. Mais la ministre, Madame Buzyn, a fait des annonces. Vous pensez que c'est des effets d'annonce ou concrètement ça va se traduire? Pour l'instant on ne voit pas bien la nature des annonces concrètes qu'elle a. On est au Sénat en train de débattre sur le budget. Elle a proposé aucune amélioration budgétaire à ce jour. Donc tant qu'on ne lâche rien, parce qu'on a besoin maintenant qu'au vote final du budget, tout ça soit inscrit et à un haut niveau. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci Madame la sénatrice, voilà. Merci. Monsieur Martinez pour France Maghreb 2. Vous pensez quoi des annonces de la ministre Buzyn sur l'hôpital? Vous y croyez? Quand c'est Bercy qui dicte sa loi, les sous ils sortent pas beaucoup et on a un raisonnement budgétaire plutôt que de santé publique. Et vous pensez que c'est une volonté du gouvernement de vouloir asphyxier et étrangler l'hôpital public pour favoriser l'hôpital privé? J'en suis convaincu. Merci. Fort bonjour, vous êtes présent avec le personnel hospitalier. Vous y croyez pas vous aussi aux annonces de la ministre Madame Buzyn? Mais pour l'instant, en fait, on attend péniblement de voir ce que le gouvernement peut sortir. On voit qu'elle est en discussion avec Bercy, mais visiblement, dans ce gouvernement, ce qui commande toujours, c'est Bercy. Et donc, c'est l'argent, c'est la comptabilité, et l'humain, finalement, prend sa place. Alors que c'est précisément
ce que tout le monde est venu crier ici, c'est que l'hôpital est exsangue. C'est le burn-out général. Il faut maintenant effectivement agir et arrêter de considérer que tout se fait à l'aune de... L'hôpital, c'est pas une entreprise comme les autres. On traite pas n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, ce que tout le monde vient dire ici, c'est lâcher, ce qu'ils ne font pas. Et vous avez l'impression, vous aussi, comme beaucoup de personnes, que c'est une volonté délibérée d'asphyxier l'hôpital public pour permettre l'émergence et la croissance des cliniques et des hôpitaux privés? Je ne veux pas être dans le procès d'intention, mais la réalité c'est que malgré tout, on voit bien que en fait, on a aujourd'hui l'État qui ne compense plus en fait tout simplement ce qu'il devrait compenser à la Sécu, et donc l'argent en fait il est prélevé sur les patients, il est prélevé sur l'hôpital, il est prélevé sur toutes celles et ceux qui en fait souhaitent en fait faire avancer l'hôpital. Merci beaucoup, merci. Voilà, il y avait beaucoup de monde à cette manifestation cet après-midi qui est partie en début d'après-midi pour défendre l'hôpital public. Sa mère, Philippe Bouriaki, y était et me dit qu'il a remonté tout le cortège. Il m'a dit que c'était assez impressionnant de voir tout ce monde qui est venu de partout en France, Céline, pour défendre, et il y a de quoi le personnel hospitalier, mais aussi l'hôpital public, parce que évidemment les moyens sont de plus en plus freinés, il y a de moins en moins de moyens, de plus en plus de difficultés, et les salaires aussi, puisqu'ils demandent une hausse considérable des salaires. Une infirmière, à titre d'info, c'est ce que nous disait notre invité hier, la porte-parole d'Interurgence qui organise cette manif d'aujourd'hui, gagne entre 1600 et 2000 euros, avec tout ce que cela comporte, les difficultés, une vie de famille qui s'en voit évidemment répercutée, les horaires à rallonge, le stress, etc. Donc c'est vraiment très très mal payé pour le métier qu'elles font, en tout cas. Et ça va là, on parle effectivement des hôpitaux et de la santé publique, mais ça va avec le gouvernement Macron qui attaque tous les services publics dans leur généralité, puisque on voit là il y a quelqu'un dans une de ces interventions qui parle d'une santé à deux vitesses entre l'hôpital public et les soins privés, donc ceux qui ont les moyens de se faire soigner, mais on peut parler aussi aujourd'hui d'une éducation à deux vitesses entre l'école publique et l'école privée. Donc on touche de toute façon, il y aura ceux qui auront les moyens de se faire soigner, d'aller dans des cliniques privées, et puis les autres qui devront attendre et avoir des soins de moins bonne qualité. C'est ça. Affaire à suivre en tout cas, et c'est loin d'être fini en matière de grève, parce qu'on annonce d'abord un week-end agité avec les 1 an des Gilets jaunes, et a priori de grosses manifestations sont prévues ce week-end. Et le 5 décembre, c'est vraiment toute la fonction publique qui va s'y mettre, les transports, blocage, grève générale. À partir du 5 décembre, ça risque d'être très très compliqué à l'approche des fêtes de fin d'année. Notre question du jour et notre sujet à la une, c'est un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises, mais là on est dans l'actu pour le coup. Retour des djihadistes ou des femmes et enfants partis en Syrie. Pensez-vous que la France doit appliquer le principe de rétention de sûreté pour les revenants? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez aujourd'hui au 01 40 33 9000. Vous êtes 84% sur Facebook France Maghreb 2. Vous votez bien sûr sur Twitter, le Grand Forum, à nous dire oui. 84% pour nous dire oui, pour qu'il soit mis à l'abri, bien entendu, donc en l'occurrence en prison. Céline, et y es-tu favorable? Alors je pense que pour la rétention de sûreté, effectivement, moi je pense qu'il faudrait faire du cas par cas. Faut déjà peut-être expliquer ce que c'est que la rétention de sûreté, puisque c'est une procédure qui permet le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pour les prisonniers qui sont arrivés en bout de peine, qui ont exécuté leur peine et qui sont considérés comme dangereux parce qu'ils présentent un risque de récidive et qu'ils souffrent d'un trouble de la personnalité, d'un trouble grave de la personnalité, donc qui serait un danger pour notre société. Il est sûr que quand les personnes reviennent de Syrie, faut savoir ce qu'ils ont vécu là-bas, ce qu'ils ont vu et dans quel état d'esprit ils sont. En tout cas, il est clair qu'il faut, à mon avis, ne pas les relâcher dans la nature sans un suivi particulier. Est-ce que les enfants, d'abord, qui eux sont innocents quand même à la base, le principe apparemment c'est de les mettre dans des foyers d'accueil, absolument, le temps de faire une enquête et de pouvoir les remettre à leur famille, que ce soit les grands-parents, les tantes, je sais pas, en tout cas, les femmes, la question se pose pas, c'est prison, casse-prison de toute façon, et en attente d'un jugement. Mais comment fait-on pour juger une femme qui était dans un terrain de guerre qui s'appelle la Syrie,
pour savoir si oui ou non elle a participé à des exactions, si elle a pris les armes, si elle a tué des gens, etc. Toutes les femmes, par cas par cas, en l'occurrence, ce que tu préconises est plutôt intéressant, mais comment fait-on pour juger, sachant qu'on n'a aucun moyen de vérifier les dires de la dame? C'est là toute la difficulté, en fait, de savoir ce qui s'est passé sur place. Est-ce qu'elles ont été simples épouses de djihadistes pour certaines, ou est-ce qu'elles ont participé à des exactions? Voilà, c'est là toute la difficulté. Votre avis nous intéresse, messieurs, dames. 01 40 33 9000 pour nous dire si oui ou non vous êtes favorable à ce principe de rétorsion de sûreté, donc concernant les revenants de Syrie. Je crois qu'il y en a 4 femmes qui reviennent là et qui ont été expulsées de Turquie, 4 femmes et 7 enfants, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est déjà depuis un an a priori, il y en a quand même. Il y en a déjà pas mal, oui. Pas mal qui sont revenus effectivement, pas mal qui sont en prison. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faut que la France de toute façon les accueille? Elle n'a pas le choix puisque ce sont des Français à partir du moment où ils sont expulsés d'un pays qui s'appelle la Turquie. Mais sinon, la France a fait le choix de passer un pacte entre guillemets avec les Kurdes, qui eux là-bas les jugent sur place. C'est pour la France histoire de s'en débarrasser, quoi. Bah c'est un peu ça, sachant aussi qu'il y a aussi il y a également la problématique de l'attaque de la Turquie sur les Kurdes, puisqu'il y a eu des camps qui visiblement ont été visés et des djihadistes qui se seraient évadés. Et la question c'est de savoir si quand ces personnes qui s'étaient emprisonnées dans les prisons et retenues par les Kurdes s'échappent, elles tentent en tout cas de rejoindre leur pays d'origine, en l'occurrence ici la France, et du coup la France n'a pas les moyens de les empêcher de rentrer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Angleterre, le Royaume-Uni, préconise, quand ils le peuvent en tout cas, la déchéance de nationalité pour ceux qui seraient binationaux ou qui auraient la possibilité de demander une autre nationalité. Donc pour se sortir un peu de ce problème, je sais que l'Angleterre a fait pas mal de déchéances de nationalité pour éviter de voir revenir bon nombre de djihadistes sur leur territoire. 01 40 33 9000, messieurs, dames, votre avis nous intéresse sur France Maghreb 2. On va annoncer avec Linda. Bonjour Linda. Bonjour Christophe. Bonjour à votre invité. Céline Bory. Tu n'es pas invitée. Non, elle n'est pas invitée, c'est une chroniqueuse. Bonjour Linda. Pardon, bonjour. Alors moi, alors en premier lieu, avant de commencer mon propos, parce qu'il va être assez polémique, je tiens quand même juste à dire que je suis très très attachée au droit. Hein. Je le pratique tous les jours dans ma profession, donc. Voilà, qu'est-ce que vous faites, Linda? Comme métier, vous faites quoi? Alors moi, je suis juriste. Ah, très bien, juriste. Voilà, je suis pas avocate parce que j'ai pas envie d'aller jusque là, mais je suis juriste, donc voilà. Alors quels sont ces propos polémiques? Eh bien, moi, je pars d'un postulat qui est très simple. C'est ces personnes sont parties en connaissance de cause. Elles sont parties en rejetant ce qui fait la France, ce qui a fait leur identité jusqu'au moment où elles ont décidé, je dis elles parce que je pense surtout à ces femmes qui sont parties souvent contre l'avis de leur famille, qui ont laissé des familles dans un désarroi extraordinaire pour rejoindre un mouvement djihadistes. Qu'elles aient commis des exactions ou non, rien que pour ce fait-là déjà, elles n'ont pas à revenir en France et à bénéficier du droit français. Parce qu'effectivement, le droit français est un bénéfice quand on le compare au droit irakien ou au droit appliqué par les Kurdes. Elles ont enfanté, elles ont mis au monde des enfants, moi-même je suis maman, elles ont mis au monde des enfants en toute connaissance de cause dans un pays qui est en guerre, qui a été déchiré, où le sang, où la violence est quotidienne. Donc à partir de ce moment-là, moi je comprends même pas qu'on puisse se poser la question. Je sais que c'est. Oui, mais Linda, attendez, il y a une petite question qui se pose quand même. Vous avez votre avis, bien entendu, il est entendable, mais là dans la configuration telle qu'elle est présentée, c'est effectivement des femmes et enfants qui ont réussi à s'échapper de leur geôlier, donc les Kurdes, et qui sont arrivés en Turquie, et la Turquie, elle, de toute façon, elle ne souhaite pas les avoir sur son territoire, elle les a expulsés, et elle les rend finalement à ses propriétaires, en l'occurrence la France. Donc dans ce cas-là, la France n'a pas de choix que de les accueillir, Linda. Ah ben, elle peut très bien les accueillir le temps de les faire atterrir et puis les renvoyer chez les Kurdes, hein, ou chez les Irakiens, ou voilà. Hein.
moi je suis désolée, ces personnes-là, elles n'ont pas, pour moi, elles ont perdu toute humanité. Et vraiment, je le dis, ça me fait mal de faire ce constat-là parce que je vous le dis encore une fois, je suis très attachée à nos droits fondamentaux. Mais elles ont perdu toute humanité le jour où elles ont pris la décision de rejoindre Daesh. À partir de ce moment-là, je dis pas qu'on ne va pas les considérer comme humaines, hein, loin de là, mais on ne peut pas les faire jouir de la protection du droit français ou du droit européen. On a bien compris votre position. Merci en tout cas, Linda, de votre avis. Mais j'ai une question. Oui, une petite question. Oui. Linda, et par rapport aux enfants, qu'est-ce que vous pensez que la France comment la France doit-elle agir? Aux enfants, moi, je vais faire encore une fois un lien. Donc, oui, on les met en rétention de sûreté. Les enfants aussi. Non. On met ces femmes en rétention de sûreté. Alors certes, comme vous l'avez dit, on peut pas caractériser le délit, hein, les crimes et délits. Mais rien que pour avoir mis au monde des enfants qui sont innocents dans un pays en guerre, en toute conscience, on doit les condamner. Elles doivent être condamnées. Oui, mais les enfants, Céline vous pose la question à propos des enfants. Alors, ces enfants doivent être, selon moi, pris en charge par les services sociaux, mais par des services sociaux qui sont spécialisés, et par tout le système judiciaire, et en troisième lieu, par la société. Nous devons être solidaires avec ces enfants parce qu'on doit leur montrer tout l'inverse de ce qu'ils ont pu connaître depuis qu'ils sont venus au monde. Très bien. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup, Linda, en tout cas. Merci, Linda. De votre appel depuis Nancy, 01 40 33 9000. Votre avis nous intéresse sur France Maghreb 2, comme tous les jours dans cette émission. Le peuple a la parole. Et sur cette question quand même importante, cruciale, qui nous concerne tous. Hier, nous étions le 13 novembre. Ça faisait 4 ans, évidemment, qu'on avait connu cette série d'attentats meurtriers à Paris, en région parisienne, à Saint-Denis, aux abords du Stade de France. Le bilan est terrible, hein, plus de 131 morts au cours de ces différentes attaques. Ça laisse évidemment des traces, tout cela. Les cicatrices sont très loin et je ne sais pas d'ailleurs si elles arriveront à se refermer, notamment pour les familles de victimes. Quoi qu'il en soit, voilà, ce sujet, ça concerne et tout le monde a forcément son avis à donner là-dessus. Concernant donc le retour de ces femmes et enfants de Syrie ou d'Irak partis combattre. Alors Linda nous disait sciemment, est-ce que vraiment on peut dire que toutes les personnes qui ont quitté, et pour certaines d'entre elles d'ailleurs, elles étaient mineures au moment du départ, elles étaient conscientes de ce qu'elles allaient faire là-bas, ce pourquoi elles y allaient? Je ne sais pas, Céline. Je ne sais pas non plus, mais après je pense que il y a peut-être, et je parle bien au conditionnel, au début en tout cas, de la guerre en Syrie et de l'émergence de Daesh, des personnes, des jeunes notamment, des très jeunes qui ont pu être manipulés sur ce qu'était le califat, sur ce qu'on leur vendait. On peut pas non plus complètement exclure cette possibilité de personnes qui ne pensaient pas se retrouver face à de telles atrocités, mais je parle bien de ça au tout début de la guerre, puisqu'après on a très vite su, les gens ont très vite su et partaient en connaissance de cause. Effectivement, absolument. Je rejoins Linda sur ce fait. 01 40 33 9000, oui ou pas, d'accord, ou pas d'ailleurs avec Linda, vous nous appelez pour nous le dire, parce que votre avis nous intéresse sur France Maghreb 2 dans cette émission Le Grand Forum. 01 40 33 9000, la question donc, retour des djihadistes, est-ce que vous pensez que la France doit appliquer le principe de rétention de sûreté pour les revenants? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, Le Grand Forum FM2. Je rappelle, vous êtes 84% jusqu'alors à nous dire oui. Donc pour ce principe, en tout cas. Vos appels. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour. Moi, je voudrais parler sur le... Oui, quel est votre prénom, cher monsieur? Moi, c'est Kamel. Bonjour, Kamel. Vous nous appelez d'où, Kamel? De Dijon. De Dijon, en Côte d'Or. Vous avez eu les premiers flocons de neige à Dijon ou pas encore? Non, on a de la pluie battante là. Ah oui, pluie battante, ouais. C'est très humide en ce moment. Hein. Puis on pense à nos amis marseillais, il paraît qu'ils dégustent là aujourd'hui. Alors, on t'écoute, Kamel de Dijon. Moi, je suis pas d'accord avec la dame qui vient de parler, qui a dit qu'il fallait les renvoyer, les expulser en Irak, ces familles-là. Alors, je suis pas d'accord avec elle, moi. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Kamel? Pourquoi? Je suis pas d'accord parce que ces femmes-là qu'ils ont épousées, soi-disant des djihadistes, je suis pas d'accord parce que ils ont été laver le cerveau, ils se sont fait laver le cerveau, ils ont été influencés, puis je pense c'est pas de leur plein gré qu'ils sont partis, ils ont été, si vous voulez, obligés de suivre leur mari, donc ils sont partis avec eux, c'est un peu obligé. Donc après dire qu'ils n'ont pas le droit de revenir en France, je suis pas d'accord avec elle, moi. C'est-à-dire que cette dame-là,
elle a pas d'humanité, celle qui a dit qu'ils n'ont pas le droit de revenir en France. Ah non, on n'allait pas jusque-là, Kamel, on se détend, c'est pas une question d'humanité, elle a son jugement, elle l'a expliqué, ce pourquoi elle l'a expliqué, voilà. Moi, je suis pas d'accord avec elle, moi. Oui, d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord, mais de là à dire qu'elle n'a pas d'humanité, c'est quand même un peu... Oui, parce que si elle refusait des êtres humains, elle est qui, elle, pour dire non, elle est le président de la France, elle, pour dire on n'accueille pas ces femmes-là avec ses enfants. Parce qu'ils ont c'est des épouses de morts de djihadistes qui ont été combattre un État comme Daesh. Très bien, Kamel. Merci Kamel pour votre avis. Il n'est pas d'accord avec Linda, il l'a fait savoir, mais notre Linda nationale a beaucoup d'humanité et elle s'est expliquée avec ses mots. Voilà, 01 40 33 9000. Qui vois-je apparaître dans les studios? Bonjour tout le monde. Monsieur Louati, dites donc pas mal au niveau de la ponctualité. Non, vous commencez l'émission en avance exprès, c'est pour ça. Oh, bien sûr, ouais. Vous êtes encore à l'heure tunisienne, c'est ça? Non, il y a eu un complot Céline Christophe et comme toujours quoi. Ah ça y est, la théorie du complot. La théorie du complot. Non, c'est pas une théorie du complot, c'est un fait. Okay. Bon, monsieur Louati, votre avis nous intéresse au même titre que les auditeurs et celui de Céline on l'a eu à propos donc de cette question que l'on pose au retour des djihadistes. Pensez-vous que la France doit appliquer le principe de rétention pour les sûretés pour les revenants? Oui ou non, Yasser Louati? Alors, si on estime être un état de droit où c'est la justice qui fait son travail, dans ce cas-là, on accumule les faits qu'on reproche à ces personnes-là et on les fait passer devant les tribunaux. Et je pense qu'il y a assez de faits accablants pour être certain que ces personnes-là finiront derrière les barreaux. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que concernant ces personnes-là, nous avons systématiquement une justice à deux vitesses. Alors, à un moment, on les a remises à la justice irakienne avec un état fantoche et une justice qui n'existe pas. Oui. On savait pertinemment qu'elles allaient être condamnées à mort. On savait très bien que la justice était une farce et pourtant on a voulu s'en débarrasser. Et là on voit bien qu'il y a des mécanismes en ce qui concerne la soi-disant radicalisation, c'est qu'on commence toujours par déshumaniser les personnes pour leur refuser toute notion de justice. Je suis désolé, si on croit fermement au principe de justice et que la France estime être souveraine et que la citoyenneté française a un sens, dans ce cas-là on fait venir ces personnes-là, on les juge et auquel cas c'est la justice de trancher. Il y a quand même une similitude qu'on observe ici, c'est que en même temps que les personnes qui se retrouvent à l'extérieur du territoire et qui commettent des actes terroristes ou rejoignent des organisations terroristes, on veut les garder là-bas sans jamais pouvoir les rapatrier pour les juger. Or, c'est un danger premier, puisque si ces personnes-là sont dangereuses, il va bien falloir les faire passer devant les tribunaux. Le deuxième point, c'est que les personnes ici même en France qui sont accusées des mêmes faits, en tout cas auxquelles on reproche une appartenance réelle ou supposée à des organisations terroristes, on s'empresse automatiquement de le déchoir de leur nationalité. Et cette déchéance de nationalité qu'on a voulu faire passer dans la Constitution montre bien que les terroristes, dans n'importe quel cas de figure, ne peuvent pas être français. Je suis désolé, ces terroristes-là, s'ils le sont, ils sont le produit de la politique intérieure et extérieure française, et c'est à l'État de prendre ses responsabilités et non pas de chercher à se déresponsabiliser en les remettant à un autre pays ou bien en leur retirant une nationalité ici en France pour les expulser ailleurs. Oui, mais quand tu commets des méfaits dans un pays, t'es jugé dans le pays en question, non? Non, c'est faux, puisque la France est intervenue à différentes reprises pour des trafiquants de drogue, pour des pédophiles, pour des trafiquants d'armes. On a eu des personnes qui ont été exfiltrées et j'en passe. Donc dans ce cas-là, c'est soit la France applique le principe de justice pour tous et dans ce cas-là, ces personnes-là sont jugées sur le territoire français si elles sont de citoyenneté française, ou bien qu'on arrête de se moquer de nous. Un jour, on va voir Sarkozy qui va se déplacer à travers la terre pour pouvoir rapatrier des Français. Mais ce que je remarque, bien entendu, et ça reste subjectif, c'est que les personnes pour lesquelles l'État français se bouge pour leur faire éviter la justice des pays dans lesquels ils commettent leurs méfaits sont toujours des personnes blanches, et les personnes auxquelles on refuse la justice ici même en France, peu importe les méfaits qu'on leur reproche ou les délits ou les crimes, à chaque fois on refuse de les juger pour ne pas reconnaître une citoyenneté. Le truc du blanc, Chariasser, excuse-moi, mais parmi le retour des djihadistes, il y a quand même beaucoup de blancs en question. Hein. Oui, mais d'accord. On parle pas de la couleur de peau. Mais c'est toi qui as commencé à parler de la couleur de peau, c'est pas moi. Pour la énième fois, quand on parle de blanc, on parle de la construction sociologique. Une personne qui embrasse la religion musulmane, peu importe la tendance, quitte le privilège blanc et se retrouve systématiquement du côté de ceux que l'État français dit combattre. Donc à un moment,
Oui. Non, mais laisse-moi finir. Bah non, pourquoi est-ce que l'État, non, mais pourquoi est-ce que, non, mais pub ou pas, je conduirai mon propos. Pourquoi est-ce que l'État français, faire la loi ici maintenant. non, mais pourquoi est-ce que l'État français, Oui. quand c'est un trafiquant de drogue qui se retrouve dans un pays d'Asie du Sud-Est, est condamné, c'est prouvé, on se manie pour le faire revenir et lui éviter la justice, ou au Mexique ou ailleurs, mais ces personnes-là, en plus, leurs méfaits ont atteint le territoire national, il va bien falloir les juger en France, Bon, parce que ça nous concerne on en directement. parle dans un instant, monsieur Loiti. Asdine sera avec nous aussi. Il nous attend au téléphone 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec monsieur Yasser Louati, président du CJL, Comité Justice Liberté pour tous. Et madame Céline Bory, journaliste, ici présent sur France Maghreb 2 dans le grand forum avec cette question que l'on vous pose et qui suscite évidemment beaucoup de réactions de votre part, et c'est bien normal, c'est un sujet qui nous concerne. Retour des djihadistes, pensez-vous que la France doit appliquer le principe de rétention pour de sûreté pour les revenants? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez. Vous dites 84% oui sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter aussi pour voter le grand forum FM2. Et on est avec Mustapha qui nous appelle d'Amiens, parle comme ça là-bas. Bonjour Amiens. Allô, bonjour. Salut Mustapha. C'est vrai qu'il y a un temps de réaction hein, quand on appelle Amiens, toujours un temps de réaction. C'est loin, Amiens. C'est loin, hein, voilà. Bonjour Mustapha. Anières, c'est pas Amiens. Anières. Bah, j'ai rien compris. Bon, c'est moi qui ai un temps de réaction en retard alors. Anières sur scène. On t'écoute mon ami. D'accord. Je voulais savoir, c'est quoi, j'ai pas compris, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors le problème. J'ai pas compris là. Le problème. Le problème, c'est les gens, c'est revient de Irak ou je sais pas quoi, c'est. Non mais rien compris, là. Mustapha, ils sont partis au moment où la Syrie et l'Irak étaient en guerre. Ouais. Ça vous a pas échappé. Beaucoup de Français sont partis là-bas combattre auprès des terroristes et beaucoup ont été incarcérés par soit l'Irak, on en parlait de la justice fantoche de l'Irak. En accord avec la France, bien sûr. D'autres aussi ont été jugés par les Kurdes. Et puis, quelques-uns d'entre eux ont réussi à s'échapper et sont arrivés en Turquie. Et ces gens, ont été expulsés par la Turquie, direction la France. Que doit faire la France de ces revenants? En l'occurrence, beaucoup de femmes et aussi beaucoup d'enfants. C'est la question qu'on vous pose. Casse-prison ou pas? Bah, bien sûr, normalement, c'est sont des Français. C'est quoi le problème? Ben voilà, le problème. Ils ont rien fait de mal. Ah, ils ont rien fait de mal. Franchement, mais que l'armée française, quand ils partent, je sais pas, au Côte d'Ivoire ou en Afghanistan, ça c'est halal pour eux. Mais pour les gens comme ça, c'est quoi le délire là? J'ai pas compris. Bon, bah très bien. Bah écoute, ce que je te propose, c'est d'écouter un peu davantage l'émission. Tu comprendras peut-être, cher Mustapha, de quoi il s'agit. En tout cas, merci de ton appel. 01 40 33 9000. En même temps, il pose une question sans le vouloir, Mustapha, peut-être. Yasser, une question que j'ai posée à Céline tout à l'heure. Très difficile quand même de juger, en l'occurrence, des femmes qui sont parties en Syrie et en Irak, parce qu'on ne sait pas réellement le rôle qu'elles ont Exactement. eu. Comment on fait pour juger? Comment est-ce qu'on peut juger en remettant ça à des gouvernements fantoches ou à des milices qui prétendent ou qui se comportent comme des proto-États, que s'agisse des Kurdes ou autres? Est-ce qu'il faut remettre ça à une autre justice comme la justice syrienne? Alors là, c'est de quoi est-ce qu'on parle? Et en même temps, on oublie le fait que les renseignements français ont facilité le départ de ces gens au début de la campagne. Absolument. Il faut pas négliger. On peut pas Pendant 2 ans, Yasser, exactement. Céline, les mineurs pouvaient quitter le territoire français sans autorisation parentale. Non, il y avait même une facilitation, mais au-delà de ça, il y avait une facilitation du gouvernement d'époque qui consistait à penser que faciliter le départ de ces jeunes-là vers les zones de combat en Syrie allait soit aider à faire tomber Bachar, ou en tout cas du moins on s'en débarrassait, sans jamais penser à la suite. On se souvient de déclarations de Fabius, de Nosra qui fait du bon boulot. Nosra qui font un bon boulot, etc. Bachar qui ne mérite pas de vivre. Donc, comme si, voilà, en fait, c'est que les chancelleries occidentales provoquent des désastres à travers le monde, et une fois que le désastre revient à la maison, on se déresponsabilise. Donc, il y a un moment, ces personnes-là, si on estime qu'elles ont commis quoi que ce soit, alors on établit des faits et on les juge. Sinon, si on n'a rien contre ces personnes-là, alors on les remet à des gouvernements en leur disant, retenez-les pour nous. Je suis tout à fait d'accord avec la Turquie lorsqu'elle dit, la Turquie n'est pas l'hôtel des groupes, c'était quoi la déclaration la Turquie n'a pas vocation à être l'hôtel des terroristes. Ce qui est vrai. Donc si ces personnes-là ont été arrêtées en Turquie, dans ce cas-là, on demande leur extradition et on les juge en France. Ouais.
C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors que là, non, on a un gouvernement qui refuse obstinément de les faire venir pour les juger en France. Or, si vous les laissez dans la nature à l'étranger, et que vous estimez qu'ils sont un danger pour la France, donc ça sera de votre faute, ils se réorganisent et commencent à cibler la France à nouveau. Donc si vous estimez que la justice doit faire son travail, laissez-la faire son travail et apportez vos faits. Mustapha est avec nous, nous appelle lui de Orléans. Bonjour Mustapha. Bonjour à vous, bonjour. Bonjour Mustapha, on vous écoute. Moi c'était au sujet de ces femmes qui voulaient revenir en France se faire juger. Donc je trouve ça normal parce que si elles sont françaises, c'est normal qu'elles reviennent en France. Et puis je vois pas pourquoi d'autres Français qui ont fait d'autres conneries dans d'autres pays, ils voudraient revenir en France pour être jugés. Parce que d'ici déjà là-bas, la peine de mort, s'ils pouvaient l'éviter, c'est sûr que ça serait bien pour eux de revenir en France, c'est sûr. Ah oui. C'est une manière aussi pour la France de se déresponsabiliser. Donc non seulement ils ont commis des crimes ou des, enfin on ne sait pas ce qu'ils ont commis. On ne sait pas pour les femmes. Voilà, il s'est peut-être passé des choses à l'étranger, mais la question aussi c'est de savoir comment ces personnes qui ont grandi en France se sont radicalisées sur le territoire avant de partir. Exactement. Donc il y a une question aussi de se déresponsabiliser des manquements qu'il y a eu de la France qui ont conduit à ces dérives. Oui, je suis d'accord avec vous. Et pour le cas de leurs enfants, justement, ils devraient aussi les ramener en France et puis les mettre dans des familles d'accueil et puis leur donner un avenir, ces enfants, parce qu'ils n'ont rien demandé. Exactement. Et c'est là en fait qu'on voit qu'il y a eu déshumanisation totale de ces personnes-là. C'est que non seulement les mères sont tributaires, et c'est vrai, il faut à un moment se mettre à la place d'une adolescente qui a été amadouée dans un monde avec, romancé, tu vas voir. Exact. Beaucoup étaient mineurs à leur départ. Il y a un moment, oui, peut-être elles ont fauté, beaucoup le reconnaissent et aimeraient revenir pour se faire juger en France. Et qu'en est-il maintenant des enfants? Alors qu'en France, on a des jeunes sionistes qui partent en Israël ou dans les territoires occupés commettre des crimes de guerre et qui sont acclamés ici en héros lorsqu'ils arrivent. Il y a un moment, on peut plus cacher une hypocrisie. Ouais, mais là on va te dire c'est pas pareil. Voilà. Pourquoi c'est pas pareil? C'est pas pareil. Les crimes de guerre sont avérés. Ouais. D'autres ont été filmés en train de les commettre. D'accord. Et pourtant on les reçoit ici. Non mais d'accord, il faut quand même le souligner que ce 2 poids 2 mesures n'aide en rien. Il y a une justice qui doit faire son travail. Si vous leur reprochez quoi que ce soit, apportez vos preuves et jugez-les. Si vous êtes certain que ces personnes-là sont coupables, pourquoi éviter la casse-justice? Merci Mustapha d'Orléans, en tout cas, merci de nous écouter sur le 102.6 France Maghreb 2, merci Mustapha. De rien à vous, et puis bonne soirée à vous. Merci beaucoup, à bientôt et bonjour à Jeanne d'Arc. 01 40 33 9000, il y a la statue de Jeanne d'Arc, t'as été à Orléans quand même, Céline? Oui, tout à fait. C'est une très belle ville d'ailleurs. Ouais, bien, le 45. Exactement, mon département de naissance, qui plus est. Comment vous la racontez tous les deux là? Je connais bien le 45, j'en parle en connaissance de cause. À part Paris, la région parisienne et les États-Unis. Moi, quand je quitte Paris, je prends mon passeport. Voilà, c'est ça. 01 40 33 9000. Pour les enfants, évidemment, il n'y a même pas de question à se poser. Il y a, je crois, en tout cas, une pratique qui est avérée depuis que des enfants sont revenus, c'est de les mettre d'abord dans des structures sociales. Et ensuite, s'il y a possibilité, de les remettre à leur famille, que ce soit les grands-parents ou que ce soit c'est ça, en fait, les oncles et tantes. Ils étudient le terrain familial pour voir s'il y a la possibilité de les placer directement par leur famille, ce qui est une bonne chose en soi, hein, les grands-parents, les tantes. Oui, pour leur redonner en fait les resociabiliser quelque part. Tout à fait. Et pour des enfants d'ailleurs qui ne sont même pas nés ici, pour beaucoup, hein, ils sont nés là-bas. Hein. Oui. Voilà. Omar de Paris, je crois. Salut Omar. Oui, salut, bonjour. Je vous appelle juste, ça fait longtemps que j'essaye de vous joindre, pas de réponse, c'est normal. Juste pour le foulard, je veux témoigner. J'ai travaillé pendant les vacances scolaires dans une école sur Nogent-sur-Marne. Alors, le foulard c'est interdit, mais la croix de Jésus c'est gravé dans les tableaux et dans une école à Nogent-sur-Marne. Une école publique? Hein? Oui, c'est une école publique. Il y a des Africains, il y a des Arabes, il y a des normalement c'est une école. D'accord, mais quand vous dites c'est gravé dans les tableaux, c'est quoi? C'est qu'il y a des tableaux sur le mur, il y a la croix. Ouais, écoutez, je ne sais pas. Dans ce cas-là, appelez le comité des sages de la laïcité de Jean-Michel Blanquer et faites-le savoir. Puisqu'il est là pour veiller à l'application de la laïcité. J'ai essayé de joindre la radio quand on a... Allô? Oui, on vous écoute.
Quand Christophe a fait le dossier quand on a fait le dimanche, on a fait le truc sur Paris. J'ai essayé de joindre la radio, mais j'ai pas réussi. C'est pour ça, je suis hors sujet d'aujourd'hui. Monsieur, contactez le rectorat directement et signalez-le et voyez la réponse et contactez-nous. Voilà. On sera ravis d'avoir la réponse, monsieur. Voilà, vous faites ça, vous appelez le rectorat pour leur signaler effectivement que vous avez travaillé dans cette école et que vous avez remarqué ceci. Et je vous propose de nous rappeler pour nous donner un petit peu ce que l'académie vous a répondu. D'accord ? D'accord, ça marche. Bon, eh bien, bonne journée à vous en tout cas. Merci de votre appel. Ah bon, moi ça m'étonne quand même. Sur le tableau quand même. On est laïcité, oh. Laïcité serait-elle bafouée ? Bah. Non, c'est possible ça ? Mais non. Non, attendez, quand même. Les musulmans qui demandent des privilèges, attention. Soyons sérieux quand même. Allez, un dernier appel avant un zapping Ça n'arrête pas là. Hein. Appétissant, bah oui, évidemment. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, je vous dis dans le zapping appétissant, il y a du Benalla, du Finkielkraut, il y a du Gilles William Goldladen. On va se régaler les amis. Des gens très fréquentables là. Ah ouais, absolument. Allô, bonjour. Allô, bonjour Christophe. Bonjour madame, quel est votre prénom ? Fatia, j'habite à Villepinte. À Villepinte. Bonjour Fatia. Bonjour Fatia. Vous connaissez bien Villepinte ? Oui. Absolument. On vous écoute Fatia. Bonjour à tous vos chroniqueurs. Bonjour madame. Bonjour. Alors moi je vous appelle parce que par rapport au sujet, comment vous dire ça ? J'ai été manifester dimanche. Oui. Avec ma famille, avec mes amis. J'ai jamais manifesté pour dire que je suis fière d'être musulmane. Et comment vous dire ça ? On a été obligés de faire ça. Obligés pour montrer que la religion musulmane, elle est belle, elle est aimante, elle ne tue pas. Et ces gens qui sont partis, ils sont partis, et je suis d'accord avec la première personne qui a appelé, en toute connaissance de cause. Ils étaient en France, ils sont nés en France, ils avaient les moyens d'étudier, ils avaient les moyens de réussir leur vie, ils ont choisi un autre chemin. Donc je ne comprends pas pourquoi maintenant on doit accepter ça. Donc vous êtes pour ne pas les accepter quoi, ils ont rien à faire ici. Oui, je suis pas pour les accepter, il n'y a pas de raison. À savoir s'ils vont venir, d'accord, vous allez les mettre en prison, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Ils sortent, il y en a une qui va péter les plombs, elle va mettre un gilet, elle va aller se faire sauter quelque part. Et après, voilà, la religion musulmane, voilà, elle tue, à nouveau. Oui, Fatia, c'est intéressant, je sais pas ce que Yasser Louati a à répondre à ça, moi. Écoutez, ces personnes-là, beaucoup sont partis en tant que mineurs. Donc à un moment, je répète mon propos initial, madame. Oui. C'est que ces personnes-là, si on a un reproche à leur faire, est-ce que vous croyez à la notion de justice en France, ou est-ce qu'en fait, on n'a pas de justice, on n'a que des opinions, et dans ce cas-là, on juge en fonction de nos humeurs et nos opinions? Mais il y a l'émotion aussi, il y a les attentats, ça fait pas longtemps. Il y a eu les attentats, et justement, s'il y a eu des coupables, et qu'on a des faits contre eux, pourquoi est-ce qu'on ne les juge pas? Ouais. Si on veut faire justice. Je veux bien qu'on les juge, mais voilà, moi, je ne veux pas les voir dehors. D'accord, mais personne ne nous a dit qu'on va les mettre dehors. Ils seront dehors, ils seront pas dehors. Parce que ce que vous dites là, madame, ça veut dire que vous ouvrez la porte à ce que d'autres personnes qui tiennent des opinions similaires sur d'autres personnes disent ah ben il faut emprisonner, vous savez, les musulmans radicalisés, et puisque la radicalisation n'a pas été définie, ben on va y inclure les personnes qui font le ramadan, qui font la prière, qui portent un foulard. Oui, parce que quand vous écoutez les médias, la radicalisation, c'est tout musulman visible. Donc là maintenant, il ne s'agit en rien de faire le procès de l'islam ou des musulmans. Ces personnes-là, on a des faits selon leurs renseignements qui sont établis, qu'on les juge, puisqu'on estime qu'ils sont coupables et que les preuves sont irréfutables. Merci Fatia en tout cas de votre appel. Merci de m'avoir écouté. Grand plaisir. Voilà. C'est votre émission, madame. À très bientôt. Tiens. J'ai une petite remarque de quelqu'un, je ne citerai pas, à propos de la marche de dimanche, qui me disait que lors des prises des paroles à la fin de la manifestation, aucune femme volait. Voilà, le silence en dit long. 01 40 33 9000. Tu me traîneras pas là-dedans, Christophe. Non, mais je traîne nulle part. J'ai vu ton lasso de loin, j'ai esquivé gauche-droite, non. Non, mais je donne une information. Voilà, ce n'est pas une critique. Alors, les auditeurs ont entendu. Voilà, après. Et moi j'ai fait un pas de côté. Chacun se fera sa propre idée. Allez, puisque tu me cherches, tu vas me trouver. Voici un petit zapping bien fourni. On va commencer ce zapping devant la commission culturelle de l'Assemblée nationale. Le représentant de Emmanuel Macron, un certain général
Jean-Louis Georgelin demande à l'architecte en charge des monuments historiques de fermer sa gueule, tout simplement. Écoutez ça. On parle de Notre-Dame, finalement, on ne parle de la flèche. Quelle flèche allez-vous faire? Allez-vous la reconstruire à l'identique, etc. Toutes ces questions retrouveront leur réponse sagement, grâce à nos débats nourris et déjà amorcés, le moment venu. Quant à l'architecte en chef des monuments que vous avez cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde. Ils sont sympas les copains de Macron, dites donc. Bah, ça va être difficile de discuter sereinement. Quand on te dit ferme ta gueule en fait. Ça va être compliqué, je pense. Bon, Yasser, ils sont sympas, hein. Ouais, ben sauf que ça passe à crème, ça passe crème. Bon, il y a pire, il y a pire. Oui, bah, on a eu pire. Ah oui, je vais te le prouver. Oui. Ah, je vais te le prouver, mon garçon. Le temps d'accueillir peut-être une auditrice qui nous appelle. On va l'accueillir quand même. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Quel est votre prénom? Sakina. Takia, c'est ça? Non, Sakina. Sakina. Bonjour, Vous Sakina. nous appelez d'où, Sakina? Astin. Astin, région parisienne. On vous écoute. Tout à fait. Je vous appelle pour rebondir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ma question, c'est, je me demande quand est-ce qu'on va s'occuper de nos enfants. Alors, moi, je suis ici du 93, je suis un produit de banlieue. J'ai grandi et j'ai travaillé et je suis infirmière et que tout se passe pour l'instant bien pour moi. Quand un enfant ne va pas bien, qu'il est en pleine crise identitaire, et voilà, des enfants partent parce que ça va pas, ou en Syrie, ou peu importe voilà, ce qui s'est passé dans leur tête, on sait pas. Je suis désolée, à un moment donné, c'est nos enfants, c'est des enfants de France, donc c'est des Français, on doit les récupérer, et à un moment donné, ils doivent être jugés, parce que s'ils ont fait des actes criminels, ils doivent être jugés. Et aussi, quand est-ce que nos politiciens vont se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour nos enfants, et quel est leur avenir et leur futur. Ouais, je comprends votre question, c'est quel avenir on leur propose finalement quand on est issu des quartiers populaires. On part déjà avec un handicap certain. Et c'est vrai que les politiques ont bon s'y intéresser en y injectant des milliards et des milliards qui n'ont servi jusqu'alors à ne résoudre aucun des problèmes. Hein. Tout. Parce que moi, je suis native de Stein, j'ai grandi à Stein, j'y vis encore. Et je vois, il y a très peu de politiques qui s'intéressent à nos enfants. Donc, soit c'est nous, en tant que parents, on met les moyens pour que nos enfants grandissent et puissent apprendre le maximum de choses, mais pour les parents qui ne peuvent pas, qu'est-ce qui va être fait ou qu'est-ce qui va être mis, ou voilà, je suis désolée, mais ça peut arriver. Quelqu'un va arriver, va endoctriner nos enfants, il va partir en Chine, non mais je suis désolée, à un moment donné, je pense qu'il y a aussi une responsabilité. Je veux pas être victime, hein. Je parle pas de victimisation, je parle de prendre ses responsabilités à tous les niveaux. Très bien, merci. Oui. Merci en tout cas Sakina, je sais pas si l'un de vous deux souhaite réagir là-dessus, mais c'est important ça. Moi je suis d'accord avec ce que dit Sakina parce qu'effectivement on a toute une génération qui a subi cette rénovation urbaine et génération sacrifiée. Voilà, génération sacrifiée et que ils ont détruit les tout à fait et que les derniers espaces d'éducation populaire ont été détruits, donc on laisse des enfants face à eux-mêmes et forcément qui peuvent se faire endoctriner dans des comme ce fut le cas pour une partie d'entre eux et partir à l'autre bout du monde pour faire le djihad, qui a été le cas. Donc effectivement, il y a une responsabilité de la part de l'État et puis il faudrait peut-être voir où est parti tout l'argent, comme tu le disais. Il y a eu plein de plans banlieue. Mais depuis les années 90. En fait, il faudrait aujourd'hui faire un audit où est parti l'argent de la politique de la ville depuis les années 90. Exactement. Plus toute la manne financière qui a été injectée dans la soi-disant lutte contre la radicalisation. On a eu des associations qui se sont enrichies comme pas deux. On a eu des consultants comme Alain Bauer qui sont devenus millionnaires grâce à l'argent de la radicalisation. Et après, jusqu'à ce qu'un jour, Manuel Valls dit, mais non, c'est devenu une vache à lait, je sais plus comment il avait dit ça. C'est une pompe Afrique. Concernant les subventions à la radicalisation, avec ces centres qui se sont ouverts sans aucun résultat. Donc oui, l'argent a été dépensé, mais déjà en amont, on n'a toujours pas défini le mot radicalisation. Je veux dire, en fait, quand je vois Laurent Lunès du renseignement, ou de la police nationale, qui vient et qui dit oui, la radicalisation ceci, mais je reviens toujours au point de départ. Comment est-ce que vous définissez la radicalisation? Comment est-ce que vous définissez une personne radicalisée? Quels sont les signes annonceurs?
Qu'est-ce qui fait qu'une personne passe différents échelons? T'as une idée? Ben non, on n'en a pas. Puisque ça varie. Mais comment on fait, par exemple, quand on connaît quelqu'un au quotidien et qu'on commence et qui commence à dire un petit peu à dériver dans sa pratique religieuse, on peut quand même apercevoir quelques signes, non? Il peut y avoir des dérives, sauf qu'il y a des dérives. Quelqu'un qui se renferme. Il y a différents degrés de dérives, ça ne veut pas dire qu'on les cautionne. Après, il y a dérives, puis ensuite un passage à l'acte, etc. Donc c'est pas, on faut savoir l'anticiper quand même. Oui, il faut savoir l'anticiper, mais est-ce qu'on travaille avec les sociologues? Non. Est-ce qu'on travaille avec les psychologues? Non. Est-ce qu'on travaille avec les acteurs de terrain? Non. Toutes ces campagnes-là sont décidées dans des cabinets ministériels, d'accord? La plus illustrée, la plus flagrante d'entre elles, c'est la campagne Stop Djihadisme, où ça a été vraiment le festival, de stupidité que n'importe quel universitaire que j'ai croisé aussi bien en France qu'à l'étranger me disait mais on comprend pas comment ces gens fonctionnent. Mais ils n'ont pas envie de comprendre, moi je pense, on le voit de toute façon avec les dernières déclarations de Castaner, après ce qui s'est passé à la préfecture de Paris, où il nous énumère ce qu'il appelle des signaux faibles de radicalisation. On voit vraiment qu'il y a une méconnaissance, de l'islam par ces gens-là, et je pense qu'ils ont vraiment pas envie de comprendre. Ils ont incité même à la délation. Non, mais en plus c'est qu'au-delà même, c'est que déjà on a fait le parallèle entre appartenance à la religion musulmane et radicalisation. On sait très bien à quoi ça a mené pendant l'état d'urgence, quand on a carrément, je le répète encore une fois, les différents préfets qui perquisitionnent délibérément des maisons ou des familles musulmanes. On n'a jamais appliqué ce terme-là aux groupes terroristes d'extrême droite. Tout à fait. On n'a jamais appliqué la radicalisation aux jeunes sionistes qui appartiennent à différentes communautés juives à travers la France, qui sont endoctrinés par l'armée israélienne, recrutés dans des synagogues et qui partent au Moyen-Orient commettre des crimes de guerre dans les territoires occupés palestiniens. Question de Youssef pour Yasser Al-Wati. Bonjour Youssef. Bonjour. On vous écoute pour votre question à Yasser Al-Wati. Alors bonjour tout le monde et principalement Monsieur Yasser Al-Wati que je soutiens. Merci beaucoup Youssef. Et je voulais vous dire, est-ce que vous avez écouté le dimanche dernier sur Radio J comment ça s'appelle, Schiappa, Marlène Schiappa, oui. Voilà, vous l'avez écouté? Alors pour être honnête avec vous, j'écoute jamais Marlène Schiappa, déjà quand elle dit des énormités. Et t'écoutes jamais Radio J peut-être aussi. Alors c'est pour ça que qu'elle a dit. Moi j'ai écouté ce qu'elle a dit, je pense que si vous faites des gens qui sont compétents dans le domaine juridique, et parce qu'elle l'a dit, elle est contre la manif et tout comme ça, bon c'est son problème, mais je veux dire, aller sur Radio J et puis dire que les femmes violées, l'islam est pour les femmes non violées, c'est pour les violées, textuellement. J'ai rien compris, Youssef. Elle a dit plusieurs autres choses, mais je note que ça. Elle a dit quoi, Youssef? J'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? On n'a pas bien compris. Disons, pendant elle a dit plusieurs énormités, hein, mais moi j'ai noté que, c'est-à-dire les femmes violées pour les musulmans, enfin qui manifestent, hein, dire pour les femmes non voilées, elles sont bonnes à violer. Okay. Non, c'est pas possible qu'elle ait dire ça, Youssef. C'est pour ça que je vous demande, moi, pour ceux qui sont capables d'écouter ce qu'elle a dit. Ouais, on va écouter, mais ça me paraît très... Moi, je pense que vous avez mal compris. Enfin, j'espère, en tout cas, j'imagine. Non. Écoutez, mais c'est gravissime si c'est ça. Je suis pas analphabète. Non, mais j'ai pas dit ça, Youssef. Mais des fois, vous savez, on peut mal comprendre. On est en train de chercher, on va chercher. On cherche. Alors, c'est pour ça, moi, je demande à monsieur de réécouter ce qu'elle a dit. Oui, on va le faire. Et je vous rappellerai, parce que je vous jure qu'elle a dit une déjà, elle raconte que des bêtises. Hein. Vous avez vu. Et ça, c'est une parenthèse. Je compte sur vous. Et ça, c'est une parenthèse. Et par rapport aux gens qui sont partis en Syrie, faut pas oublier qu'il y en a d'autres qui sont partis, des anciens militaires français qui sont partis, soi-disant, aider les Kurdes. Hein, c'est vrai qu'il y a aussi le soutien à Bachar aussi. C'est vrai aussi. Écoutez, il y a des soldats français qui sont encore, anglais, italiens actuellement en Irak. Et on n'en parle jamais. Et l'armement qui, soi-disant, pour les... ils appellent ça l'armée syrienne libre ou je sais pas quoi. Chaque fois, ils racontent un nom. Enfin, ils donnent un nom. Bon. Et tous les armements, c'est de la France et de l'Occident. Merci Youssef pour votre appel. En tout cas, on vérifie ce que vous avez dit. Par contre, c'est important. J'aimerais juste rebondir sur ce que... sur l'interprétation. Non, pub. Et après, je t'ai du Benalla pour toi. Ok? Donc à tout de suite. Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, messieurs, dames, on est là avec Yasser Al-Wati, président du CJL, avec Céline Bory, journaliste, vos appels aussi, mais aussi le zapping. Je crois que Yasser, t'avais un truc à dire, non?
Ça t'a échappé. Ça m'a échappé, non, c'est pas ça. C'est à cause de la pub, hein, voilà. Alors Alexandre Benalla, vous savez que apparemment il est entré en pleine réflexion. Il serait même candidat, paraît-il, à la mairie de Saint-Denis pour les municipales. Alors il a tenté une approche d'aller rencontrer les électeurs. Il est rentré dans un bar, rencontrer les clients, et voici qu'il a été tout simplement pris à partie. Écoutez, c'est plutôt assez direct comme accueil. Est-ce que vous pourriez dégager mon bar en fait, on est suffisamment politisé pour savoir ce qu'on fait et ce qu'on dit en fait. On n'a aucune leçon à recevoir et on fait très bien. Mais on en parlera. Mais quel programme? Moi j'ai pas envie de parler devant Benalla du programme de Benalla. En fait, on n'en a rien à foutre du programme de Benalla. C'est le programme de Benalla. À partir du moment où monsieur Benalla s'est déguisé en flic pour aller défoncer du gaucho à la place de la Contresca, je l'emmerde, monsieur Benalla. Et je n'ai pas besoin d'avoir d'éléments de son programme, ok? Donc monsieur Benalla peut se casser de mon bar, ok? Non mais sérieusement. En fait, mais d'où on analyse les médias, on est pour les médias, mais carrément. Mais tu vois pas sur ma gueule, il y a marqué BFM, espèce de tocard. Est-ce que tu peux te barrer? Mais regarde-moi, il y a marqué BFM, mais carrément, mais casse-toi Benalla en fait. Casse-toi de mon bar Benalla. Casse-toi de ma ville. Bon, bah voilà, c'est au moins direct, Il a tenté un petit peu de sonder la population. Il a pris la température. Il a pris la température. Il a pris une douche froide là. Ah oui. Non, mais vous comprenez quand même qu'il soit rejeté comme ça, monsieur Benalla, qui tente de se refaire une petite. En fait, carrière. moi, je vais soulever une question qui risque d'irriter bien des personnes. C'est que est-ce qu'on est aussi violent lorsqu'il s'agit de la critique qui a justifié ce qu'a fait Benalla? Ça veut dire on a fait de Benalla une espèce de symbole sur lequel on se rabat au sujet des violences policières, mais on voit pas autant de violence et de détermination à discréditer ces violences policières et à les combattre lorsqu'on parle du système en lui-même. Or, quand on voit les critiques qui sont émises au sujet de Benalla, on voit bien que c'est des critiques qui servent, en gros, qui en parlent comme un intrus au sein du pouvoir. Or, personne ne remet en question le pouvoir lorsqu'il pratique exactement ce qu'on reproche à Benalla. C'est là qu'il y a une question qu'il faut se poser. Ça veut dire, moi, je veux bien en critique ce qu'il a fait, étant moi-même militant des droits humains et en manif, etc. Je sais que ça aurait pu arriver à moi-même ou arriver à mes proches ou à mes camarades. Ça, je l'entends. Par contre, je me pose la question, pourquoi n'êtes-vous pas aussi virulent envers le système qui fait ce qu'a fait Benalla tous les jours dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune et tous les samedis face aux Gilets jaunes? Messieurs, dames, attention, si vous êtes âme sensible, s'abstenir, c'est l'heure de la sirène. Oui, parce que ce qui va arriver dans le zapping est quand même très dur à entendre, et pourtant, c'est possible. À la télé, aujourd'hui, on se dit que on n'a plus de limites et que maintenant, tout est possible. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vais vous dire ça dans un instant. Voilà, hop, le temps que ça revienne. C'est Alain Finkielkraut. Vous connaissez Alain Finkielkraut, bien sûr. On ne le connaît que trop. L'académicien. Oui. Ah oui, le grand écrivain. Mais avant, j'ai une scène surréaliste à vous faire écouter. Ça s'est passé hier sur RMC dans l'émission Les Grandes Gueules, où à propos de Polanski, une invitée parle du viol donc des femmes, et Gilles William Gonladen pète littéralement un câble parce que cette dame lui reproche visiblement d'être blanc et d'ouvrir la bouche un peu trop d'ailleurs. Écoutez. Est-ce que déjà dans un premier temps, dans cette histoire, on pourrait arrêter de donner la parole à des hommes blancs de plus de 50 ans qui ne sont absolument pas concernés par les violences systémiques misogynes dont les femmes sont victimes depuis la naissance? Est-ce qu'on peut donner la parole à des personnes légitimes comme des associations de collectifs, par exemple le collectif féministe contre le viol, qui travaille justement contre la pédocriminalité, qui travaille sur le soutien aux victimes, qui travaille sur des actions judiciaires? Est-ce qu'on peut donner la parole à des femmes? Est-ce qu'on peut arrêter de donner la parole à des hommes blancs qui s'écoutent parler? Alors, il y a des garçons victimes de pédocriminalité. Il y a des garçons, Pauline, victimes de pédocriminalité. Polanski, il est coupable parce qu'il est blanc? Non, je parle de vous là, monsieur. Je parle de tous ces hommes qui prennent la parole. Hier, lors de l'action, parce que je suis blanc, j'ai pas le droit. Laissez-moi parler. Parce que je suis blanc, j'ai pas le droit de parler. Non, parce que t'es un homme. Parce que je suis un homme blanc. Attendez, allez-y, madame. Allez-y, madame Akovichou. Je demande la parole. Je peux être légitime à parler. Hier, je suis blanc et je vous emmerde.
Non, sois pas grossier, s'il te plaît. Je n'accepte pas. Non, mais sois pas grossier. Non, et moi j'accepte pas la grossièreté, laisse-la parler. Mais je n'accepte pas la grossièreté. Tu laisses parler Madame Makovichou. Non, elle émet une opinion, j'accepte pas la grossièreté. Anti-blanc non plus. Non. N'accepte pas le racisme anti-blanc non plus, d'accord? Non, elle est là. Tu n'acceptes pas le racisme anti-blanc. C'est pas du racisme anti-blanc, elle émet une opinion. Et derrière, je peux pas parler parce que je suis blanc. Elle a pas dit ça. Non, elle te dit simplement, elle veut parler. C'est insupportable. Mais non, c'est pas insupportable, c'est de la grossièreté. Je n'accepte pas le racisme. Tu n'as pas à dire je vous emmerde. Non, elle a dit que les gens de 50 ans ne devaient pas parler. Allez-y, non, allez-y Madame Makovichou. Je n'accepte pas le racisme. Mais tu peux crier tant que tu veux. Allez-y Madame Makovichou. Mais tu me reprends pas là-dessus. Mais si, je t'emmerde, je te reprends. Allez-y Madame Makovichou. Tous les racistes anti-blancs. Allez-y Madame Makovichou. Allez-y, je vous en prie. Je ne peux pas parler par-dessus la parole d'un homme qui est complètement délirant. Non, il n'est pas délirant. Allez-y, s'il vous plaît. Ça marche dans les deux sens. Allez-y. On peut avancer un peu là. Allez-y. Mais en plus, enfin là, le débat est complètement le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Et est-ce qu'on pourrait redonner la parole aux femmes? Voilà, cette scène surréaliste qui est survenue quand même hier. Gilles William Goldladen a perdu les nerfs. Bah, c'est l'argument classique, hein, quand on remet en question la légitimité de ces personnes qui appartiennent à la classe dominante et qui sont surreprésentées dans les médias et dans les plateaux télé. Ils sortent le ticket du racisme anti-blanc ou voilà. Ouais. Classique. Il y a certes, je te verrais bien en débat avec Gilles William Goldladen. Non. Tu veux qu'on l'invite? Alors, je vais dire ce que je pense avoir dit il y a quelques temps, c'est que j'enjambe le caniveau tous les matins quand je pars au travail. C'est pas pour autant que je regarde ce qui s'y passe. Nouvelle fois une sirène, parce que les propos sont gravissimes. Petite punchline de Monsieur Louati. Oui, on a l'habitude, tu sais. C'est pour ça qu'il est ici d'ailleurs. Non mais alors, dire, Goldladen, c'est pas un intellectuel. Je veux dire, c'est pas. Alors, est-ce que Finkielkraut est un intellectuel? Non. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? D'abord, qu'est-ce que c'est un intellectuel? Philosophe. Hier sur LCI. Alors plusieurs philosophes lui ont refusé ce terme, d'accord? C'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on est philosophe. Alors pour lui, hier sur LCI en direct et tout à fait au calme, il dit on ne peut pas être noir et français, tout simplement. C'est la même chose, c'est-à-dire quand on verra demain des acteurs noirs jouer des rôles du répertoire français. Qui dira, par exemple, que c'est de l'appropriation culturelle? Finkielkraut, noir et français. C'est possible. Être noir et français, c'est possible. Non, mais je relève l'expression parce qu'elle pourrait vous être reprochée. Le répertoire français, c'est Molière. Ok, c'est Molière. C'est toujours pas s'il est philosophe, mais une chose est sûre, c'est qu'il est raciste et misogyne. Alors attendez, non mais c'est pas ça le pire. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. La phrase, c'est très court mais très violent. Finkielkraut en direct sur LCI, messieurs dames, vous êtes bien sur France Maghreb 2, c'est bien du réalisme, on est bien en 2019 en France. Il appelle les hommes à violer leurs femmes et il dit faire la même chose tous les soirs à la sienne. C'est le message que c'était pas grave. Violer les femmes, d'ailleurs je viole la mienne tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça, franchement? C'est à vomir. Oui. C'est à vomir, mais en même temps, il n'y a rien d'étonnant. Hein. Enfin, je veux dire, on n'apprend pas hier soir que Finkielkraut est un misogyne, donc voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on découvre. Non, mais c'est gravissime quand même. C'est gravissime, sauf que ça fait des années que les propos violents et misogynes et racistes de Finkielkraut sont dénoncés. Or, il est toujours sur le service public, grassement payé sur France Culture, qu'il est en plus à l'Académie française, et c'est lui qui a reçu Renaud Camus, c'est lui qui a reçu Georges Bensoussan, qui parle encore une fois de l'antisémitisme que les musulmans, que les Arabes apprennent en tétant le biberon, etc. Donc maintenant, la République bourgeoise démontre l'abjecte nature de ceux qui la portent au nu. Et donc aujourd'hui, ces intellectuels qui légitiment en tout cas qui encadrent le débat public et lui donnent des orientations, aujourd'hui, il a dit des choses qui sont au-delà de l'abject, qui sont révulsantes, mais je mets au défi quiconque de voir Finkielkraut demain démis de ses fonctions à France Culture, démis de ses fonctions à l'Académie française et cloué au pilori et rejeté, comme on a rejeté d'autres personnes qui ont eu des propos pourtant bien moins graves. Et imaginez 2 secondes que ces propos eût été tenus par un musulman ou par quelqu'un de considéré comme tel, le tollé que ça aurait fait. Direct. Oui, mais en fait, c'est là qu'on voit justement un deux poids, deux mesures. Exactement. Où est Marlène Schiappa? Oui, c'est ça. Je l'ai alerté, moi, sur Twitter. Où est Nathalie Belloubet? Où est le CSA? Oui. Nulle part. Donc, il y a un moment, où sont les académiciennes qui côtoient Finkielkraut?
Où est le staff de France Culture qui lui donne un emploi et qui en plus se protège lorsqu'il y a des propos abjects comme cela? Donc non, c'est qu'à force de privilèges, on se sent on fait grandir en soi intouchable. Et on peut dire ce qu'on veut parce que c'est Finkielkraut, parce qu'il a été adoubé par les élites françaises, parce qu'il a toujours porté au nu un discours qui a légitimé, ou plutôt qui a donné une légitimité soi-disant intellectuelle, philosophique à un discours raciste bas de gamme. Il a légitimé tout ça, donc forcément. Non mais c'est gravissime. Moi, c'est gravissime. Franchement, j'en reviens pas. Non mais on n'en revient pas. Mais il va bien falloir à un moment se dire jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller. Moi, me concernant, la limite a été franchie il y a bien longtemps. Oui, bien sûr. Avec 2005, oui, c'était. Alors on fait d'une déclaration qu'il a faite à Haaretz, au journal israélien, etc. On les oublie pas. Donc voilà, il y a un moment, la République bourgeoise est face à ses propres contradictions. Où est l'émancipation des femmes de la République française? Où est l'égalité homme-femme? Il n'y en a pas, c'est du flan. Ouais. Moi je propose de mettre tout ça. Écoutez. Voilà. Aux toilettes, Hachek. Voilà. Mais sauf, excusez-moi, je vais aller jusqu'au bout de la blague moyenne que tu viens de sortir. Sauf que. Comment ça, moyenne? Non, mais là, ça vole pas très haut. Par contre. Ah bah, moi, je me suis rabaissé au niveau, écoute. Bah, justement, sauf que quand on tire la chasse d'eau, les chiottes deviennent propres. Ah oui, c'est vrai. Surtout, d'ailleurs, dans certains pays, vous avez été au Japon, il paraît que ça se nettoie tout seul et tout, c'est mortel. Bon, allez, il est temps qu'on enchaîne avec Xavier Bertrand. Il était l'invité d'Europe 1 et il sent la colère monter. Et pour lui, ce n'est pas bon. Une colère qui monte en France. La violence, c'est pas possible. Et c'est pas une phrase toute faite quand je dis cela. On peut pas forcer les grilles d'un ministère. On peut pas empêcher. Ça s'est passé hier à Lille 2. Un président de la République, un ancien président de la République, François Hollande, et des jeunes, des centaines de jeunes qui étaient venus l'écouter, empêcher cette conférence de se tenir. On peut pas jeter des livres à terre, on peut pas casser, c'est pas possible. Mais là aussi, il y a un autre message que je veux adresser. Il faut qu'on fasse attention à ne pas donner le sentiment que c'est par la violence qu'on peut se faire entendre et se faire respecter. Et là, c'est un message que j'adresse bien sûr au gouvernement et à l'État. Il est très important, souvenons-nous de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, quand on donne le sentiment de passer à côté de la colère, de ne pas comprendre les raisons de la colère, ce sont ceux qui sont les plus ultras, les plus durs et les plus violents. C'est ce qui est en train de se passer pour les étudiants avec le sentiment que c'est comme ça qu'on se fera entendre. Ça, c'est pas possible. Et j'en appelle à la fois à ce qu'on retrouve les voies d'un vrai dialogue social. Quand je dis cela, je sais aussi qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais alors il veut remettre en selle les syndicats. Honnêtement, il vaut mieux avoir des interlocuteurs, des corps intermédiaires, et tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Quand vous prenez notamment la CFDT de Laurent Berger, ce sont des gens responsables, qui sont capables de porter des propositions et de faire passer des messages. Bien. Voilà Xavier Bertrand qui s'inquiète et qui condamne la violence. Qu'est-ce qui est le plus violent? Ce qui est violent, c'est la précarité. En l'occurrence, là, on parle de la précarité dans laquelle vivent certains étudiants. Ouais. On va en parler dans un instant d'ailleurs avec ce qui s'est passé à Lyon, avec le blocage d'ailleurs des universités. Et c'est vrai que quelques étudiants ont un petit peu abîmé les barrières du ministère, sont même rentrés à l'intérieur, où ils ont été très vite refoulés évidemment par la police. Et il faisait référence aussi à ce qui s'est passé à Lille, où l'ancien président François Hollande devait faire une séance à l'occasion de la sortie de son livre, et il en a été empêché puisqu'on a saccagé les livres, on a déchiré les livres, et ça a heurté évidemment quelques personnes. Voilà. La violence, on la condamne. Oui, mais il faut pas faire. Oui, mais quoi? Non, mais en fait, c'est que cette espèce de démagogie des politiques qui viennent vous dire la violence on la condamne, mais quand ils sont au pouvoir, ils font preuve de violence au quotidien. Donc oui, est-ce que lui il condamne la violence de l'État quotidien contre les citoyens? Est-ce qu'il condamne la violence des politiques d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il condamne la violence les violences faites aux femmes quotidiennement et que personne ne prend au sérieux? Non, mais il y a un moment, faut pas se faire passer comme le donneur de leçons quand on a soi-même contribué à normaliser cette violence. Bon. Surtout que lui a été un proche de Nicolas Sarkozy, qu'on a vu la montée de la droite décomplexée, les discours identitaires qui ont mené encore plus de violence. Donc il y a un moment, faut arrêter de vous ficher. Et oui, c'est une parole véridique dite par un imposteur, malheureusement. Une petite question qui a été posée à l'ancien président François Hollande par Jean-Jacques Bourdin, pardon. La France est-elle bien dirigée? Voici la réponse de l'ancien président. Est-ce que la France est bien dirigée aujourd'hui? Sincèrement. Soyons, est-ce qu'elle est bien dirigée, François Hollande? Vous savez, c'est toujours facile quand on n'y est plus. Vous auriez posé cette question à d'autres pendant que vous l'avez déjà posé. Vous auriez dit, est-ce que quand vous étiez en fonction, elle doit être, en tout cas, pour ça que je vais pas poser jugement bien ou mal, elle doit être dirigée.
Diriger, ça veut dire connaître le sens, savoir où on va, comprendre les décisions. Après, on peut être pour, on peut être contre. Mais ce qui est insupportable pour beaucoup de nos concitoyens, c'est l'incertitude, le flou, l'incompréhension. L'idée que ceux qui décident ne savent pas la vie réelle, la vie concrète. C'est ce que l'on vit ? Oui, je pense qu'il y a une certaine forme de méconnaissance. J'ai pu aussi être dans ce travers, même si moi-même, comme élu local, j'avais toujours un lien avec les territoires et avec l'humanité que je considérais être un élément de la direction. Diriger, c'est faire preuve d'autorité, de fermeté, mais aussi d'humanité. Et pour être humain, c'est pas simplement un trait de caractère, faut connaître les autres, faut aller vers les autres, faut entendre les autres, même quand ils vous disent des choses qui vous plaisent pas. Il est sévère à l'encontre de Emmanuel Macron, son petit poulain. Ouais, non, il est plus revanchard que sévère. Un peu aigri, peut-être. Ouais, donc excuse-moi. François Hollande, c'est quand même l'état d'urgence, d'accord, qui est devenu permanent. François Hollande, c'est la liste des personnes à abattre dans les pays les pays du Sahel sans passer par la case justice, qui est décrit comme un animal au sang froid. Non, et à un moment, faut arrêter. François Hollande, a fait de la France, durant son mandat, le pays le plus guerrier au monde, avec pas moins de 7 conflits à travers le monde. Pas moins de 7 conflits, les contrats d'armement, etc., qui ont été repris par Emmanuel Macron et son ministre de l'armement, Jean-Yves Le Drian. Donc à un moment, il faut arrêter de prendre les gens qui vous écoutent et vous regardent pour des imbéciles. Ce mépris des classes dirigeantes qui pensent qu'ils peuvent réapparaître à 2 ans plus tard et comme si de rien n'était et donner la morale, et donner des leçons. Non, arrêtez. Ça devient insupportable de voir qu'un François Hollande, avec ce qu'il a fait au pays, non, ça suffit. Ouais, non, c'est pas entendable. Voilà, c'est pas entendable. J'ai un petit communiqué à vous lire de Cap Jippo, Palestine, qui nous dit: il n'est pas acceptable que les dirigeants israéliens déclenchent des massacres à Gaza à chaque fois qu'ils ont des problèmes électoraux à régler. 34 Palestiniens assassinés en 48 heures, dont plusieurs enfants, des femmes, évidemment, 34, vous avez entendu. Une famille entière a perdu 8 membres de la même famille, dont une femme enceinte de 6 mois, et les bombardements sur la population de civils continuaient la nuit dernière. Netanyahou s'accroche au pouvoir après les élections de septembre dernier, qui n'ont pas départagé les principaux postulants au poste de Premier ministre, car s'il ne reste pas Premier ministre, il perdra son immunité et devra rendre des comptes devant la justice sur ses nombreuses escroqueries, corruption, abus de pouvoir, et comme l'explique un des Chemichalem dans le quotidien Haaretz, le timing de l'exécution du dirigeant du djihad assassiné à Gaza, avec sa femme d'ailleurs, mardi à l'aube, pendant leur sommeil, a été programmé pour déclencher des réactions de la part de ce mouvement. Le porte-parole de l'armée d'occupation ne s'est d'ailleurs pas gêné pour déclarer que l'assassinat était programmé depuis 10 jours, ajoutant: nous préparons une escalade par voie de terre, ciel et mer, sur Gaza. Les roquettes qui se sont abattues sur le sud d'Israël, même si elles n'ont pas fait de victimes, pour le moment, ont effectivement oublié aux Israéliens les turpitudes de Netanyahou, de son entourage, et comme on pouvait s'y attendre, les tueries israéliennes ont à juste titre entraîné des protestations de la part des Israéliens palestiniens regroupés dans la liste arabe unie, qui a obtenu 13 sièges au Parlement en septembre dernier. Or, cette liste arabe unie avait proposé son soutien, en l'occurrence au concurrent de Netanyahou, Benny Gantz, pour renforcer ses chances de prendre la place de Netanyahou. Ce n'est plus possible puisque Benny Gantz s'est désolidarisé des protestations de la minorité palestinienne en Israël contre l'attaque préméditée de Gaza. Netanyahou a réussi son pari et écarté cette menace avec ces massacres. Ce mépris des vies humaines palestiniennes, ces bombardements liés à des voix électoralistes israéliennes sont intolérables, nous dit ce communiqué. Nous devons le dire haut et fort et exiger la levée du blocus illégal et inhumain sur la bande de Gaza. Nous appelons à un rassemblement ce samedi 16 novembre à partir de 15h. Ça se passe à la Fontaine des Innocents à Paris, donc métro RER Châtelet. Donc c'est ce samedi que Cap Jippo compte sur vous, sur votre présence, donc pour dénoncer ce massacre qui a fait 34 victimes en 48 heures sans qu'il n'y ait
aucune condamnation. Il n'y aura pas de condamnation. Sans le relais des médias. La question que je vous pose, que vaut la vie d'un Palestinien aujourd'hui? La vie des Palestiniens vaut très cher à ceux qui aiment la liberté et qui sont épris de justice, mais elle ne vaut rien à ceux qui sont aux manettes du gouvernement français aujourd'hui et des différentes chancelleries occidentales qui légitiment les massacres perpétrés par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. Mais en même temps, la question, je la renvoie à celles et ceux qui se disent épris de justice et de liberté ici en France. Êtes-vous prêts à vous lever pour les Palestiniens? Parce que n'oubliez pas que le savoir-faire militaire de l'entité sioniste en Palestine sera un jour ou l'autre exporté ici en France, parce qu'Israël aujourd'hui se prévaut d'être un pays qui exporte son savoir-faire de répression, de drones, de surveillance, etc. Et si vous vous plaignez aujourd'hui contre les violences policières, aussi bien dans les quartiers populaires que face aux gilets jaunes tous les samedis maintenant, c'est qu'à un moment ou un autre, ce savoir-faire s'abattra contre vous. Donc la question palestinienne nous concerne éminemment au quotidien. Oui, voilà. Alors, un petit mot sur ce qui s'est passé il y a quelques jours. C'est un étudiant qui s'est immolé pour dénoncer la précarité. Donc, en tant qu'étudiant, il a été brûlé, je crois, à 90%. Il est entre la vie et la mort, hein, je crois encore aujourd'hui, dans un état en tout cas très critique. Et la précarité, en lisant quelques rapports, c'est vrai qu'elle est bel et bien au rendez-vous. Je lisais d'ailleurs que 14% des étudiants n'ont pas les moyens d'acheter ce fameux ticket restaurant à 3,50 € pour se nourrir. Donc la précarité est bel et bien présente et les étudiants ont manifesté, ils ont bloqué cette nuit l'université Lyon 2 et un petit peu partout en France il y a effectivement des mobilisations. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les étudiants? Est-ce qu'ils sont bien encadrés? Est-ce qu'ils sont bien soignés? Est-ce qu'ils sont bien encadrés dans ce pays à Serlouati? Non, absolument pas. On connaît tous la précarité étudiante, la faim 2 ou 3 fois par semaine. Enfin, je suis passé par là moi aussi quand j'étais à la fac. Sauf que maintenant ça s'est empiré. J'ai eu assez de chance de passer par la fac avant que les choses se dégradent fortement. Aujourd'hui, on a un étudiant qui s'est carrément immolé par le feu. Geste politique ou geste désespoir. Et sauf que on a voulu discréditer ce geste et on s'est focalisé, oui, on brûle des livres, etc. On voit bien qu'on est dans une telle logique néolibérale que la vie de toute personne précaire, soi-disant les perdants de la mondialisation, ne vaut absolument plus rien. Personne ne se pose la question, dans quel genre de société vit-on où un étudiant s'immole par le feu parce qu'il a faim? Et on est censé nous faire croire, et on veut nous faire croire, que l'avenir d'un pays, ce sont ses étudiants. Mais si ces étudiants ont faim, qui sera l'avenir du pays? Les enfants de la bourgeoisie qui, eux, vivent tranquillement dans les beaux quartiers parisiens et dans les grandes agglomérations, tranquillement, et c'est eux qui prendront la relève avec le mépris qui sera perpétué. J'encourage sincèrement les mouvements étudiants à ne pas pardonner à ce gouvernement, non seulement le fait qu'un étudiant en arrive à s'immoler par le feu, mais en plus à faire montre d'un tel mépris que pour Jean-Michel Blanquer, c'est comme si c'était un non-événement. Il est hors de question, parce que ça pourrait être mon fils demain. Ça pourrait être les enfants d'un autre qui, un jour, se retrouvent dans une situation tellement désespérée qu'il faudra choisir entre manger ou étudier. C'est inacceptable pour un pays aussi riche que la France qu'on en arrive là. Le mien sera à la fac l'année prochaine. Voilà. Bon. Dans un instant, Céline, peut-être un petit mot rapide. On voit l'état de l'éducation dans notre pays et le peu d'intérêt qu'on lui porte. Là, on a un étudiant qui vient de s'immoler. T'es pour un salaire étudiant? Oui, ou alors oui, effectivement, il y a des endroits où je pense que ça se fait. Ils peuvent très bien les premières années après avoir obtenu leur diplôme être obligés de travailler dans le service public ou ce genre de choses. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un étudiant qui s'immole. On a il y a quelques semaines des profs ou des directeurs d'école qui se suicident. Ouais. Il y a quand même un profond problème dans l'éducation ou dans l'enseignement. Nous, on est en train de dézinguer de démanteler le service public pour tout privatiser. Pour dire, vous avez vu, c'est intenable. Le libéralisme. Le libéralisme à tout va. Donc, le problème, c'est que outre-Atlantique et dans d'autres pays, on fait marche arrière sur les grandes réformes de Reagan et de Thatcher. Et aujourd'hui, on est à rebours en faisant croire que la destruction du service public pourra être absorbée et remplacée par un service privé partout, comme on le voit en Amérique latine. On revient carrément aux politiques menées par Pinochet. Pas de reculade dans un instant, puisque le quiz arrive, messieurs, dames. France
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Yasser Louati, président du CJL, Céline Boris, c'est le quiz qui va les opposer dans un instant, mais pour l'heure, on va aller voir notre camarade Philippe Boriaki qui était à la manif cet après-midi concernant l'hôpital public. Bonsoir mon Philippe. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Effectivement, vraiment beaucoup de monde à la manifestation cet après-midi. Pour vous donner un chiffre, je pense qu'on a dépassé les 10 000 manifestants. Lorsque j'ai remonté le cortège, j'étais tout en début de cortège jusqu'à la fin. J'ai fait une vidéo qui a duré un quart d'heure et je le remontais de manière assez énergique. Vraiment impressionnant. Le même slogan, le même mot. Stop à la casse des services publics et le personnel comprimé, compressé, c'est forcément des patients en danger. Il y avait tous les syndicats qui étaient là, il y avait des élus aussi, des élus de la République. Oui, que t'as rencontré d'ailleurs, hein. On a vu sur la page Facebook et on l'a écouté tout à l'heure en direct à la radio. Marie-Noël Lillman, Olivier Faure, le mec de la CGT, la Martinez, et Adrien Quatennens. C'est ça, tout à fait. La préfecture de police annonce 10 000 manifestants. On était largement au-dessus, franchement, honnêtement. Dans un bon esprit, il y avait des gilets jaunes en début de cortège aussi. Il y a eu des délégations européennes, allemandes, belges, présentes aussi pour parler d'un front uni européen, de la casse et de la déréglementation des services publics. D'ailleurs, c'est une directive européenne et il faut continuer à se mobiliser et à soutenir. Et maintenant, ce gouvernement doit faire face à ses responsabilités et nous dire vraiment qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut une vraie médecine à deux vitesses ou une vraie médecine mise à disposition de tous les usagers et de tous les publics? Merci mon Philippe, tu t'es bien régalé. Donc tu veux me dire qu'il y avait moins de monde aujourd'hui que dimanche dernier dans les rues de Paris, c'est ça? Ah, c'est clair, il n'y a pas photo, c'est une certitude. Parce que, si tu veux, lorsqu'on part de Port-Royal, ça redescendait le boulevard Raspail, et sur le boulevard Raspail, il y avait que la moitié, dans le sens de la descente, qui était occupée par les manifestants, et donc il n'y a pas photo, alors que sur le boulevard Magenta, par exemple, c'était tout le boulevard, y compris les trottoirs, qui étaient complètement submergés, et pendant 1h15, dimanche dernier, on piétinait pratiquement sur place tellement qu'il y avait du monde et qu'on pouvait pas avancer. Alors que là, c'était vraiment quand même fluide, ça marchait à un pas assez régulier, assez normal, et c'était un petit peu éparse de ci et de là à l'intérieur de la manifestation. Et c'est pour ça que le comptage est quand même surprenant, puisque moi j'annonçais 12 000 manifestants tout à l'heure. La préfecture, les chiffres viennent de tomber, c'est 10 000. Et on nous annonce 13 500 dimanche dernier, alors que on a mis pratiquement 3 heures pour arriver à bon port, si on peut utiliser cette calembour. Parce que vous marchez pas vite, c'est tout. Ouais, on était quasiment sur place et là il y avait des gens qui se baladaient en vélo, donc il y a pas photo. En tout cas, Yasser, si t'as besoin d'un service d'ordre, Boriaki c'est un bon chef de sécurité. On l'a vu partout à la télé dimanche. Tu l'as vu? Non, j'ai pas. Non, dimanche j'étais en famille, donc. Ouais. J'ai pas suivi. Il avait piscine. Il avait piscine. Oh non. J'étais en famille. Je n'étais pas à la piscine. J'étais à la maison avec ma famille. Voilà. Donc, totalement assumé. Je m'en connais l'engagement de Yasser. On n'a pas à douter de sa volonté qu'on soit dans une république équitable, liberté, égalité, fraternité. Exactement, l'équité. Merci mon Philippe. En tout cas, merci à toi. Philippe, à la prochaine. À très bientôt. Salut. C'est l'heure du quiz, messieurs dames. Philippe Boriaki. Non, pas Philippe Boriaki, c'était hier. Il a battu Abdeslam d'ailleurs. C'est quand même l'événement hier. Céline Bory, à ma droite. Yasser Louati, à ma gauche. Tiens, allez, je te range du côté des gauchos, toi. Mes questions, tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 14 novembre. Attention, première question. Et on ne répond pas avant la fin, sinon c'est un point en moins. Quel institut a été inauguré en 1888 à Paris? Institut inauguré. L'Institut Pasteur? L'Institut Pasteur, tout à fait, calmement, tranquillement, Céline Bory. Hop là, un point. C'est parti. Deuxième question. Ouverture d'un stade en 1928 à Paris. Lequel? Coubertin. Pas du tout. Parc des Princes? Non. Chantilly? Non. Charletti? Non. Le stade. C'est où? C'est à Paris? Oui, Paris. 1928? Oui, 1928 et on le regarde à la télé souvent entre fin mai et début juin. Roland Garros. Bien joué Céline. Hop là. 2-0. Attention,
Troisième question, ça sent la déculottée. Je cherche celui qui deviendra le premier secrétaire général africain de l'ONU de 1992 à 1996, né Boutros Ghali, l'Égyptien. Né en 1922. Boutros Ghali. Voilà. Je t'accorde 2 points, mais attention, vous avez répondu avant la fin de la question. Hein, on m'a agressé, c'est normal. Ouais. Oh là J'ai réagi, attends. Bon, 2-1. Non, les grands mots, tout de suite les grands mots. J'arrive ici, je me suis fait agresser, je suis désolé. 2-1. Réagi, quoi. Quatrième question. Attendez bien la fin de ma question, sinon je vous enlève un point la prochaine fois. Je cherche cette fois-ci. Maintenant. Je cherche un journaliste. Je cherche un journaliste né en 1933 à Bucarest. Connu pour avoir présenté la célèbre émission d'interview Le Divan sur France 3 de 1987 à 1994. Il est mort le 27 janvier 2016. Le divan, attends, c'était... Henri Chapier. Je ne compte pas. Henri Chapier. Henri Chapier. Non, mais c'est une bonne réponse. Non, c'est Medjahed. T'avais qu'à répéter. Non, mais c'est Medjahed qui a répondu. Tu te tais, s'il te plaît. Bah non. Tu viens pas foutre le bordel dans mon quiz. Le pire, c'est que c'est normal, ni vu ni connu. Est-ce que Medjahed, je viens... Enlève-lui un point, s'il te plaît. Pourquoi tu m'as... Attends, t'as répondu avant la précédente question. J'ai pas répété la réponse d'un autre. Je lui compte pas le point. Voilà. Enlève-lui un point. Non, je lui enlève pas, mais je lui compte pas. Elle a répété une réponse qui n'était... Ouais, mais tout le monde l'a entendu. Franchement. Moi, je voulais l'aider, moi. Non, tu aides personne, Medjahed. Sinon, je vais venir pour Et pourquoi Monsieur Loati n'a pas repris la réponse? Tu l'as entendu autant que moi? Tu es honnête. Parce qu'il est intègre, c'est pas un tricheur. À défaut d'être fair play. Exactement. Attention, dernière question. Toujours de 1 pour Madame Bory. Je cherche un imitateur, humoriste, chanteur et animateur de télé né en 1953 en Corrèze. On le voit souvent à la télé, enfin on le voyait sur France 2 le samedi soir. Imitateur? Oui. Ah oui, imitateur, copain. Laurent Gérard? Non, Non, il est trop jeune, lui. Non. Allez. Arrête, Medjahed. Arrête, Medjahed, ça suffit. Non, arrête, s'il te plaît. Imitateur. Patrick Sébastien? Patrick Sébastien, bonne réponse. Non, c'est Medjahed qui l'a aidé. Voilà, c'est la championne. We are the champions, mademoiselle. Madame Bory. Ça fait deuxième fois, c'est la deuxième fois que je viens à bout de Monsieur Loati. Oui. Donc je tiens à le dire. Mais parce que Monsieur Loati est galant, il va quand même pas gagner de Pas galant, vous avez démonstration de galanterie. Franchement, je pense que à la radio les auditeurs seront juges. Exact. Et ça. Mais justement, ils sauront qu'il y a ça est galant. Voilà, c'est ça. Eh bien, réponse, belle victoire de Céline Bory. Le galant se laisse battre, vas-y, fais-le. Oui, qui, moi? Ouais, fais un tweet. Laissez-moi tranquille. Je suis l'arbitre du jeu. Demain, Farid Tabsamani et Tariq Mami seront là. Ils vont s'opposer aussi au quiz, on va rigoler. Et demain, on sera là entre 16h et 18h. Il se pourrait, messieurs, dames, qu'on reçoive monsieur Ziad Medouk, qui est de passage à Paris. Directeur de l'université de Gaza, d'Al-Aqsa à Gaza, qui est à Paris et qui sera probablement avec nous demain. On y travaille. En tout cas, et poète. Et poète, bien sûr, qui a sorti aussi un nouveau livre là et qui nous relate très régulièrement la situation sur place à Gaza. Merci beaucoup, belle victoire de Céline pour finir 3-1. Et rendez-vous demain. Bonne soirée, Monsieur Loati. Bonne soirée, Céline. Et Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Dans un instant, vous l'avez entendu et compris, il a fait la tentative de corruption dans cette émission. Medjahed arrive dans un instant, juste après le journal de 18h, présenté par Sophie Tarrance. Bonsoir, Sophie. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir, journée de colère pour les personnels de santé. Ils ont manifesté partout en France pour demander plus de moyens. Nous étions dans le cortège à Paris. Emmanuel Macron a lui annoncé un plan d'urgence pour l'hôpital public. Vous entendrez le chef de l'État. Et puis le foot, France-Moldavie ce soir. Le calcul est simple pour les Bleus, une victoire et ils seront qualifiés pour l'Euro 2020. La colère ne retombe pas. Nouvelle journée de mobilisation de l'hôpital public. Plusieurs manifestations se sont déroulées aujourd'hui à travers tout le pays. À Paris, ils étaient des milliers, avec dans le cortège tous les syndicats de la profession. Une première depuis le début du mouvement. Alors après 7 mois de grève, qu'est-ce qui ne va pas dans les services hospitaliers ? Je vous propose d'écouter au micro de Boris Karlamov ces quelques témoignages de personnel de santé. Si on avait des solutions pour placer les patients qui arrivent multipathologiques, on n'en serait pas dans cette situation aujourd'hui. On manque de lits en amont, en aval, et ça c'est des politiques de restriction qui ont été appliquées depuis plus de 10 ans. La ministre a fait à plusieurs reprises des annonces, mais elle ne répond pas
concrètement et immédiatement sur les demandes urgentes que le personnel formule, d'avoir un plus en personnel pour pouvoir non seulement travailler dans de meilleures conditions, mais aussi pour pouvoir mieux accueillir la population. On a besoin de refaire des locaux, etc. Mais c'est une misère. Chez nous, en pédopsychiatrie, on a une unité, mais personne, ni vous ni moi, aimerions que son frère, son enfant soit hospitalisé dans ces conditions-là. Interpellé directement par les manifestants, Emmanuel Macron leur a répondu depuis la Marne où il était en déplacement aujourd'hui. Le chef de l'État a dit entendre la colère et l'indignation des personnels de santé. Écoutez. Je crois dans l'excellence et la responsabilité de nos personnels soignants, comme des non-soignants qui sont à l'hôpital. C'est pourquoi je les écoute, les considère, et je veux que nous puissions répondre à cette alarme qui est ici lancée. Notre modèle de protection sociale, l'hôpital public, tous les Français y sont attachés. Ça fait partie de la République, ça fait partie de notre force. C'est pourquoi je considère que les décisions annoncées il y a 1 an demeurent plus que jamais les bonnes. Elles doivent être accélérées, intensifiées. Et nous devons assumer à court terme un investissement plus fort, plus massif dans notre santé pour le bien de tous. Emmanuel Macron qui dans la foulée a annoncé un plan d'urgence pour les hôpitaux publics. Et les mesures seront dévoilées mercredi prochain par le Premier ministre Édouard Philippe lors du Conseil des ministres. Une information judiciaire contre X ouverte par le parquet de Paris. Il s'agit de faire toute la lumière sur l'une des principales zones d'ombre de l'affaire Benalla, la disparition du coffre-fort que l'ex-chargé de mission à l'Élysée possédait à son domicile pour stocker des armes. L'enquête est désormais confiée à un juge d'instruction. Une légère hausse du chômage en France, plus 0,1% au 3e trimestre selon les chiffres de l'INSEE. Il atteint désormais les 8,6%. Sur 1 an, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 0,5 points, avec notamment une forte baisse chez les jeunes. Attention aux intempéries dans le sud de la France. 11 départements restent placés en alerte orange ce soir. D'abord à cause de la neige et du verglas dans l'Ain, la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire et les Alpes-Maritimes. Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse sont en vigilance pour pluie et inondations et risque d'orage. Un mot de littérature et un coup double pour Karine Thuil après le prix Interallié hier. La romancière a reçu aujourd'hui le Goncourt des lycéens pour Les choses humaines. Un livre qui aborde des thèmes très présents dans l'actualité, la culture du viol et la question du consentement. Un dernier hommage à Raymond Poulidor. Ses obsèques seront célébrées mardi prochain en l'église de Saint-Léonard de Noblat, en Haute-Vienne, là où il habitait. Et il s'est éteint hier après une longue hospitalisation. Raymond Poulidor avait 83 ans. Le foot, il pourrait être qualifié avant même d'entrer sur la pelouse du Stade de France ce soir. L'équipe de France de foot reçoit la Moldavie pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2020. Une victoire qualifierait les Bleus, mais si l'Islande, qui joue en ce moment en Turquie, ne s'impose pas, alors la qualification est en poche pour les hommes de Didier Deschamps. Les joueurs sont en tout cas concentrés sur leur match et sur un double objectif, expliquait hier le capitaine Raphaël Varane. On travaille depuis des mois sur la qualification, on est serein et on a bien sûr envie de se qualifier au plus tôt. Tant que c'est pas fait, on va continuer jusqu'au bout. On est bien sûr motivé. On va se concentrer sur ce que nous on peut faire, sur ce qui dépend de nous et pas des autres équipes. Donc ça sera à nous d'être performants sur le terrain, de gagner et ensuite on verra à quelle position on sera. Mais voilà, l'objectif numéro 1 c'est la qualif et l'objectif numéro 2 c'est cette première place. On verra comment ça va se passer. En tout cas, devant notre public, on a envie de montrer du beau football et d'être performant. France-Moldavie, c'est à suivre à 20h45. Et puis le foot, c'est aussi Thierry Henry de retour sur le banc après son expérience malheureuse en tant qu'entraîneur de l'AS Monaco. Le champion du monde 98 s'est engagé avec l'Impact Montréal, un club qui évolue dans le championnat américain. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir de l'actualité. Bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.